Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette 4e édition du Cloud Independence Day. Je suis Mélanie Bénard-Croza, la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine, et j'ai le très grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette très belle journée. Alors on va démarrer, bien qu'il y ait encore de nombreuses personnes qui vont arriver, il y a un petit goulot d'étranglement à l'entrée, mais compte tenu des mesures de sécurité, cela s'explique. On a néanmoins un timing à tenir parce que vous avez pu le découvrir dans le programme, la journée est extrêmement dense avec un programme très riche. Donc cette 4e édition est organisée par Exatrust qui réunit les acteurs du cloud de confiance et de la cybersécurité, une 4e édition qui est placée sous le signe de la souveraineté numérique avec la question qui est la suivante: la souveraineté numérique est-elle l'avenir du numérique? Pour en parler, nous allons accueillir tout au long de cette journée de très nombreux intervenants, experts, personnalités du monde numérique qui vont nous faire partager leur regard et leur expertise sur de nombreux sujets. Le premier sera évidemment, sans surprise, le RGPD, le jour d'après, quelques jours seulement après le 25 mai. On fera un état des lieux avec nos intervenants. On évoquera infrastructure et virtualisation, enjeux de souveraineté. Ça, c'est pour ce qui nous occupera sur cette matinée. Et puis, en début d'après-midi, nous aurons une battle, un regard croisé très attendu aujourd'hui entre Pierre Bélanger et Guy-Philippe Goldstein sur les technologies numériques signent-elles la fin des nations, un débat qui s'annonce passionnant. Et puis nous aurons ensuite 2 tables rondes. La première de l'après-midi qui parlera de la stratégie des données. Quelle stratégie au singulier, au pluriel des données? Puis nous terminerons avec la thématique du cloud computing et droits de l'homme. Nous allons donc évoquer ces nombreux sujets, mais avant cela, pour ouvrir officiellement cette 4e édition du Cloud Independence Day, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Noël de Galzin. Bonjour à tous. Ah, ça marche? Oui, voilà. Bon, alors bonjour à tous. Le temps ne nous empêchera pas de démarrer avec notre petit quart d'heure parisien. Donc je lisais hier une enquête au Doxa qui disait que 69% des personnes ne faisaient pas aujourd'hui confiance à n'importe qui pour ces données et encourageaient les marques à utiliser le RGPD comme un argument de confiance. Alors, je ne sais pas vous comment vous avez vécu la journée du 25. Moi, j'ai trouvé une utilité déjà au RGPD. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté. Mais déjà, j'ai remarqué qu'avec le nombre de disclaimers qu'on reçoit pour rappeler que les données sont enregistrées quelque part et que vous pouvez bénéficier d'une mailing list, d'envois ciblés, de publicité, etc., etc., moi, j'ai trouvé une première utilité, c'est de repartir à zéro. Voilà. Donc, je les ai tous mis à la poubelle et finalement, me voilà tout nu, tout propre. Je vais pouvoir me réinscrire dans toutes les listes, à tous les endroits où finalement j'ai envie de souscrire, où j'ai envie de lire des informations, où j'ai envie d'un service en particulier. Finalement, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que ce 25 mai, on repart à zéro quelque part. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas parce que le monde a un petit peu changé. Aujourd'hui, alors dans cette même salle, j'avais rencontré Frédéric Douzet il y a quelques années, qui est directrice de la chaire de cybersécurité Castex, et qui m'avait montré les travaux qu'elle faisait sur les flux de données dans le monde entier. Et c'était intéressant parce qu'on voyait sur ces cartes que finalement, à chaque moment, 78% de toutes les données qui sortent de France vont aux États-Unis. Donc c'est vrai que la première partie, on va dire, la première partie de l'histoire du numérique ne nous a pas été forcément favorable en termes, en tous les cas d'industrie, en termes de captation de données. Et donc, quand on lit Cédric Villani, qui a produit un rapport récemment sur l'intelligence artificielle, Cédric Villani nous dit que, finalement, les données sont le carburant de l'intelligence artificielle. Alors ça rejoint un tweet que j'avais vu il y a quelques temps, après l'été, en fin d'année même, 2017,
un tweet qui disait, finalement, qui émanait de Facebook, et où on annonçait, en pleine affaire Weinstein, que finalement, on allait, grâce à l'analyse de nos données dans Facebook, Facebook allait bientôt être en mesure de prévenir les risques de déviance sexuelle. Je me disais, bon, alors, ça veut dire que plus je vais être connecté à Facebook, plus je vais être analysé, et donc plus on va pouvoir vérifier que je ne suis pas un risque moi-même pour la société, un déviant sexuel en puissance. Et là, à ce moment-là, je me suis dit quand même, c'est assez, ça paraît un petit peu étonnant comme façon de faire. Est-ce que j'ai envie finalement que l'intelligence artificielle dans le futur résolve les problèmes sociaux lorsqu'elle est confiée à des entreprises qui font commerce de nos données? Je me suis vraiment posé cette question-là. Et ensuite, j'ai lu un petit peu plus loin que le retweet du président de Facebook disait également que malheureusement, le risque avec le RGPD, c'est que tout le monde n'allait pas pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle Facebook en Europe. Alors finalement, je me suis dit, heureusement, l'honneur est sauf. Et peut-être que c'est un autre point positif du rapport sur l'IA de Cédric Villani, c'est que l'on constate tout de même que c'est l'État qui va impulser l'intelligence artificielle en Europe, ou qu'en tous les cas, il va avoir un rôle à jouer, que la réglementation est là pour rappeler qu'on n'utilise pas les données à l'insu des utilisateurs. Et donc, c'est une nouvelle période qui s'ouvre à nous aujourd'hui, une nouvelle ère, si je puis dire, dans laquelle nous avons une nouvelle chance. Alors la chance, c'est quoi? Ici, on n'est pas là pour parler du cloud, de ses applications, de l'informatique de confiance, de la cybersécurité, de tout ce que ça va changer pour les utilisateurs de pouvoir aujourd'hui avoir le choix ou non de laisser n'importe qui utiliser ces données pour faire tel ou tel commerce ou utilisation. Eh bien, si je regarde d'un point de vue de l'entreprise, je me dis aujourd'hui on est en pleine transformation numérique. La transformation numérique amène des investissements massifs de la part des entreprises, de la part des États. Dans quelques années, d'ailleurs le gouvernement s'est fixé un plan autour de la nation France pour en faire une nation connectée, un petit peu sur le modèle, en prenant des idées, ça et là, de notre modèle, mais aussi d'autres pays qui ont mis ça en place avant nous. Je pense à l'Estonie, par exemple, qui est un pays hyper numérique, hyper digitalisé, dans lequel aujourd'hui, chaque personne naît avec une identité numérique. Et c'est bien de ça qu'il est question. C'est-à-dire que dans quelques années, on aura tous une identité numérique, on utilisera tous notre identité numérique toute notre vie pour accéder à nos services fondamentaux, pour voter, pour avoir un permis de conduire, des assurances, etc., etc. Et donc, c'était le moment de réagir. Et donc, les États vont investir ou vont devoir investir. Je pense qu'on a eu récemment un épisode autour du choix de l'État, ça a été annoncé par notre secrétaire d'État au numérique, de développer, par exemple, une nouvelle messagerie sécurisée, Privacy by Design, pour les utilisateurs, les ministres et le gouvernement. Alors, pour le moment, la voie qui a été choisie, c'était de le développer eux-mêmes. Alors, moi, j'ai une autre proposition, c'est que finalement, on se réunisse autour de la table, on fasse venir quelques industriels, des startups, des PME qui savent concevoir des solutions Privacy by Design, et puis d'essayer de travailler avec l'État sur un modèle économique à définir. On comprend que l'État a des économies à faire. Eh bien, nous sommes en mesure, nous aussi, comme d'autres l'ont fait aux États-Unis avant nous, de mettre en place des modèles économiques dans lesquels l'État va pouvoir moderniser sa messagerie, tout un tas de services, de secteurs de services numériques, faire en sorte qu'on se mette en place, on mette en place nos solutions pour pouvoir apporter ce Security and Privacy by Design, trouver un modèle économique qui permette à l'État d'investir au fil du temps. Alors, de la même manière, ce sont toutes ces entreprises. Selon IDC, 6 000 milliards de dollars vont être investis dans la transformation numérique dans les 5 années qui viennent. C'est beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et ce que je trouve intéressant avec cette arrivée du RGPD, c'est l'idée de dire qu'on va peut-être essayer de bâtir un standard nouveau de Security and Privacy by Design qui nous importe, nous, Européens, à l'intérieur de nos applications, à l'intérieur de nos logiciels,
de nos services numériques, de nos clouds, de notre cloud de confiance, de nos infrastructures cloud. Et ce standard, c'est à nous de le bâtir. Donc vont naître tout un tas de services, de systèmes, d'applications nouvelles. Et tout ça va jaillir, peut jaillir maintenant, de cette nouvelle situation, de cette arrivée du RGPD dans notre informatique. Et finalement, ce standard du Security and Privacy by Design est peut-être une manière pour nous, sur ce deuxième âge du numérique, de reprendre l'avantage et d'apporter, d'incarner un numérique éthique. Et finalement, c'est peut-être ça le standard que nous avons envie d'insuffler demain à l'intérieur de notre informatique pour créer nos propres gisements de données et alimenter nous-mêmes une intelligence artificielle peut-être plus proche de nos particularités, de notre civilisation, de nos particularités culturelles. Donc, bon, tout ça est un petit peu high level, un petit peu éthéré. On va dire qu'on n'est pas ici pour refaire l'histoire ou essayer de raconter des choses trop éloignées de ce qui nous préoccupe au quotidien. Donc, on va déjà commencer par ce qui se passe demain. Nous étions l'année dernière partenaires, Exatrust était partenaire de la Cloud Independence Day, de Cloud Confidence. En début d'année, en fin d'année 2017, nous avons fusionné pour faire d'Exatrust un groupement avec 50 membres aujourd'hui. Nous étions 11 au départ, il y a 4 ans, nous sommes 50 aujourd'hui. Nous essayons de rester dans un modèle où nous mettons en avant les éditeurs de solutions, les offreurs de cloud, les éditeurs de SaaS, les plus performants, d'accueillir au sein de notre écosystème maintenant des entreprises qui vont permettre d'implémenter ou d'apporter leur pierre à la création d'un écosystème qui permette de développer ce numérique éthique et d'accompagner les entreprises pour mettre en place des infrastructures, des solutions nouvelles et les fabriquer avec vous. Voilà, donc je remercie, je suis évidemment ravi d'accueillir les membres de Cloud Confidence à l'intérieur d'Exatrust pour constituer ce groupement un peu nouveau, un peu offensif, qui cherche un petit peu à influencer, à faire cette révolution, à participer à cette révolution numérique auprès des utilisateurs, auprès de l'État. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Je remercie tous les invités d'être venus. Guillaume Poupard qui vient ouvrir évidemment. Olivier Itéanu, pour qui cette journée est si importante et qui a écrit une tribune récemment sur le Cloud Act, qui en parlera certainement tout à l'heure. Et je voudrais surtout vous amener, faire un petit clin d'œil à une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui m'avait dit lorsque tu viens à un événement, à une conférence, pose toujours une question où tu cherches à avoir la réponse, et quand tu sors de l'événement, tu en sortiras satisfait si tu as obtenu la réponse à ta question. Cette personne, c'était Serge Dassault. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Jean-Noël, Monsieur le Président. Nous allons donc poursuivre cette journée avec la première keynote d'ouverture et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Monsieur Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI. Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir affronté le temps parisien, les procédures de sécurité de l'école militaire devenues célèbres, pour passer cette belle journée tous ensemble sur un thème évidemment qui nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle l'ANSSI est évidemment partenaire de cet événement. Et même à titre personnel, je ne vous cache pas que ces questions de souveraineté, en tant qu'ingénieur militaire, ça me parle directement. Et je pense que c'est intéressant de se reposer en effet les questions. Je rebondis sur ce que disait Jean-Noël. Voilà, la bonne question, c'est finalement qu'est-ce que c'est que cette souveraineté numérique dont on entend souvent parler, on entend des bêtises aussi, hein, et puis on entend parfois nos propres ennemis manier ce concept, évidemment pas dans notre intérêt. Donc la question clairement pour nous, c'est
quel est le degré d'implication de l'État, de la nation, de l'Europe sur ces questions numériques. Ce sont des questions évidemment délicates, complexes, qui mêlent de la technologie, du droit, des valeurs même de manière générale. Et c'est pour ça que c'est très très bien de pouvoir avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Alors, je vais vous donner un petit peu ma définition, vous en trouverez plein des définitions. Plus qu'une définition, finalement, ce sont des éléments qui composent cette notion de souveraineté numérique, qui a d'ailleurs été à l'origine même des travaux qu'on a menés en France, il y a maintenant 10 ans. Le temps passe vite. Ça faisait suite aux attaques contre l'Estonie en 2007. Et on s'est posé la question, ben voilà, ces questions de sécurité numérique, de cybersécurité, comment ça doit se développer, quelles priorités on doit lui donner. Et de fait, les différents exécutifs ont donné une priorité très forte à ces questions, en comprenant bien que c'était vraiment avant tout des questions de sécurité nationale. Raison pour laquelle l'ANSSI, qui a été créée en 2009, fait bien partie de cette chaîne de défense et de sécurité nationale, parce que ce sont vraiment nos biens les plus précieux qui peuvent aujourd'hui, demain encore plus, être attaqués par le biais du numérique. Alors, il y a plusieurs éléments associés à ces questions de souveraineté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la souveraineté, ça ne veut certainement pas dire se refermer entre nous, derrière nos frontières, qui n'existent plus, évidemment, dans ce monde numérique, à utiliser uniquement nos propres systèmes, nos propres produits, nos propres services. C'est une logique qui ne fonctionne pas économiquement, qui n'a pas de sens, probablement. Mais l'idée de la souveraineté, c'est bien d'être capable de conserver, de protéger, de développer un niveau d'autonomie. Et toute la difficulté, c'est de bien doser ce niveau d'autonomie dans le monde numérique, qui par définition est très mondialisé, et pas pour autant très bien réparti entre les différents partenaires. C'est avant tout une question technologique et scientifique. Il y a des sujets que l'on se doit de maîtriser. Autrement, on sera totalement dépendant de ceux qui les maîtriseront. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Bon, l'intelligence artificielle, c'est comme plein de choses, c'est comme le cyber, c'est comme le big data, c'est comme plein de choses. Bon. Quand la mousse retombera, il restera des choses fondamentales. C'est une véritable révolution, l'intelligence artificielle. Ceux qui ne maîtriseront pas demain ces technologies dès la base d'intelligence artificielle seront condamnés à consommer, ou plus exactement à apporter leur grain à moudre à ceux qui sauront moudre ce grain. Et en termes de souveraineté, c'est vrai que le scénario catastrophe, dès le départ de la mission Villani, la question nous avait été posée. Qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce que vous attendez de l'intelligence artificielle? C'était ça la question posée. Alors nous, on est toujours plutôt inquiets par nature. Et bien la pire inquiétude, ce serait que un jour, qui n'est pas forcément si lointain, eh bien on ait 2-3 IA au monde qui absorberaient des quantités de données absolument phénoménales et dont on soit dépendant pour en obtenir les résultats. Et évidemment, dans le scénario catastrophe, dans ces 2-3 IA, il n'y en a aucune en Europe. Scénario qui ne peut pas être totalement écarté a priori. Donc on se doit évidemment de réagir face à ça. Historiquement, on a déjà été amené à traiter des questions de techniques scientifiques pour maintenir une souveraineté. Un domaine qui me tient à cœur, qui est la cryptographie, eh bien, en France, on a toujours conservé, et fait évoluer évidemment, parce que c'est allé très très vite, une capacité à comprendre, à développer, à implémenter des moyens cryptographiques pour nos systèmes les plus sensibles. C'est pas si simple. Ça demande un véritable effort, ça demande une volonté politique, à un moment, de dire non mais là, je mets les moyens pour être capable de faire ça. Ce qui fait que aujourd'hui, on a des cryptographes de premier plan au niveau mondial, à la fois dans le domaine académique, dans le domaine étatique. On en a à l'ANSSI, il y en a également à la DGA. Ce n'est pas des centaines de personnes, hein. Ce sont des équipes qui restent tout à fait contenues, mais qui sont absolument essentielles. Et si on n'avait pas ces personnes-là, on perdrait une part importante de notre souveraineté, puisqu'on serait obligé d'utiliser, de consommer des algorithmes cryptographiques faits par d'autres que l'on ne comprendrait pas. Donc tout ça, ça illustre cette notion de souveraineté au sens technologique du terme. La souveraineté, c'est également une autonomie de décision. Et ça, les militaires y tiennent beaucoup, autonomie de décision. Ces termes, vous les retrouverez évidemment dans les doctrines militaires. Je le dis ici puisqu'on est chez eux, dans cet amphifoche. L'autonomie de décision, c'est être capable de choisir les règles qui vont s'appliquer chez nous. Et là, je ne veux pas dévoiler les discussions qui auront lieu aujourd'hui et par des gens bien plus compétents que moi, mais sincèrement, les questions de règles qui s'appliquent au numérique, c'est encore très, très, très balbutiant.
le droit international, le droit européen, l'extraterritorialité des droits des uns et des autres, et pas que des Américains, soit dit en passant, ça pose des questions qui sont passionnantes. Mais on est clairement au balbutiement de ces questions-là. Il ne faudrait pas qu'à l'issue de tous ces mouvements tectoniques qui vont se produire sur des questions de règles, eh bien on se retrouve finalement soumis à des règles, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et là encore, ça demande un effort permanent et un effort de tous. Hein. Ce n'est pas le problème d'un tel ou d'un tel, c'est vraiment un problème qui est collectif autour de ça. C'est encore une question d'autonomie capacitaire. Il y a des fonctions que l'on se doit d'être capable de porter au niveau français ou au niveau européen. Je vais prendre un seul exemple. On reparle beaucoup d'identité numérique en France, et je m'en félicite. On a une mission pour l'identité numérique portée notamment par Valérie Pénaud, qui fait un travail formidable, qui justement est en train de définir ce que va être l'identité numérique pour les Français, ou le parcours d'identité numérique d'ailleurs, comme il faut dire de manière plus subtile. On a besoin d'identité numérique pour nos concitoyens, pour vous, pour moi. Finalement, pourquoi on ne prendrait pas les identités numériques offertes par les GAFA? Je mets évidemment des guillemets autour d'offert, et je fais en écho à ce qu'a pu dire Jean-Noël et que vous connaissez tous. Finalement, c'est quoi le problème avec ces identités numériques? Est-ce que c'est la sécurité qu'elles apportent? Je ne suis pas persuadé. Ça me fait mal de dire ça, mais je ne suis pas persuadé. On a affaire à des gens qui savent faire de la sécurité quand ils veulent, et qui peuvent même être très très bons. La question c'est, si on commence à confier cette identité à des acteurs qui ne sont pas nationaux, qui ne sont pas européens, qu'est-ce qui va les empêcher demain de dire « ah ben non, finalement, je ferme le robinet ». Voilà. J'ai proposé des identités, j'ai équipé tout le monde utilise ces identités, tout le monde est content, et puis du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, et on voit bien que le contexte géopolitique d'aujourd'hui, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le numérique d'ailleurs, font que d'un seul coup, des décisions font qu'un constructeur automobile va se retirer d'un pays parce qu'il a peur de sanctions à l'autre bout du monde. Eh bien pourquoi ce genre de choses qui arrivent assez vite ne s'appliquerait pas à ce genre de service? Donc on ne peut pas se permettre que ces services d'identité numérique, fondamentalement régaliens de mon point de vue d'ailleurs, au moins pour les niveaux élevés, soient apportés par d'autres que des acteurs qui fonctionnent en toute confiance avec la nation. Et puis des sujets comme ça, on peut en trouver d'autres, plus ou moins légers, mais j'en reparlais encore récemment avec Henri Verdier, sur les questions de cartographie, par exemple, suivez mon regard, eh bien, quand on remet tout entre les mains d'un unique acteur, qui du jour au lendemain va dire ben, « moi, mes prix augmentent d'un facteur 1000 », chose inconcevable dans le monde économique classique, mais tout à fait faisable dans le numérique, que faire? Quand on est devenu totalement dépendant, eh ben, soit on suit, soit on arrête. D'où la nécessité d'avoir des alternatives. Une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par ces services, mais ça veut dire que pour certaines fonctions, il faut bien se poser la question d'où est-ce que ça va m'emmener à terme et quelle dépendance je vais créer en passant par ces services qui, en apparence, au premier contact, sont évidemment, ont tous les avantages, c'est pas cher, c'est efficace, c'est bien fait, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, dernière notion d'autonomie, c'est l'autonomie d'action, là aussi propre aux militaires, enfin, chère aux militaires. Cette autonomie d'action, elle est absolument essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire nous-mêmes, ça ne veut pas dire que voilà, tout doit être forcément national, ça n'a pas de sens, mais dans le domaine de la cybersécurité qui nous plaît beaucoup, la capacité à détecter les attaques, la capacité à réagir à ces attaques, on doit être capable de le faire. Et c'est le fait d'être capable de le faire et d'être compétent dans ce domaine-là qui, au contraire, va développer les coopérations avec nos alliés, parce que, heureusement, on a des alliés, pas beaucoup d'amis, mais beaucoup d'alliés. C'est le fait d'être compétent et respecté qui fait qu'on va réussir à vraiment avoir de la coopération efficace avec eux. Donc, en un mot, qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique? Qu'est-ce que c'est cette autonomie stratégique dans le domaine du numérique? Eh bien, c'est éviter de devenir les vassaux, on prend des termes d'autrefois, hein, mais des vassaux numériques de grands alliés, ou pire, peut-être même des serfs numériques, SERF, comme je rappelais à ma fille l'autre jour, des serfs numériques, de gens qui nous apporteraient un minimum de confort, de la sécurité, mais dont on deviendrait quasiment des esclaves dans ce monde qui est en train de se dessiner. Donc vous voyez, enfin, je ne veux pas mettre trop de gravité dans mon propos, mais
l'enjeu est quand même absolument majeur à l'échelle de la nation. 2 mots sur ce que ce n'est pas, l'autonomie stratégique ou la souveraineté numérique, parce qu'évidemment, les termes, il y a moins de mots que de notions, quelque part, et les termes sont facilement dévoyés, notamment par certains discours politiques. La souveraineté numérique, ce n'est évidemment pas une forme de nationalisme, ou de choses comme ça. C'est complètement hors sujet. Ce n'est pas non plus une forme de protectionnisme. Je ne juge pas le protectionnisme, pas mon métier. C'est mon avis en tant que citoyen, mais en tant que directeur de l'ANSSI, ce n'est pas mon métier. Je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a, ça doit faire 2-3 ans, j'étais à l'étranger avec Axel Lemaire et on avait une discussion très intéressante autour du Free Flow of Data avec des Américains en l'occurrence. Discussion très, très dure, où Axel Lemaire justement défendait cette idée que non, les données, qu'elles soient personnelles ou pas, ce ne sont pas des biens comme les autres, ce ne sont pas des choses qui doivent pouvoir librement circuler, et domaine dans lequel il faudrait systématiquement chercher à abaisser toute forme de barrière. Donc la discussion était tendue, et puis à un moment, le gros mot est tombé hein, de la partie américaine, c'est « oui, mais ce que vous faites, c'est du protectionnisme ». C'était vraiment... on était au summum diplomatique de l'insulte. Bon, depuis 1 an, les débats ont un peu changé. On est un peu plus tranquille de ce côté-là, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose, hein, c'est une évidence. Mais le débat est un peu moins sur... Mais ça reviendra, forcément. Et la question vraiment qui se pose, c'est voilà, ces questions de free flow of data, est-ce qu'il faut vraiment laisser les données librement circuler? Alors, dans certains périmètres, oui. Nous, on a tendance à penser que le bon périmètre, c'est le périmètre européen, parce que c'est notre droit commun, ce sont nos valeurs communes qui sont en Europe. Et quand on cherche à trop restreindre les périmètres, ça a peut-être des avantages, mais ça a surtout beaucoup d'inconvénients, notamment de faisabilité et économique. Par contre, avec certains alliés, il est clair qu'ils sont de l'autre côté de la frontière parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs et la même approche des choses, notamment en termes de considération de ces données, au moins aujourd'hui. Donc la souveraineté, ce n'est pas du protectionnisme. Et ceux qui cherchent à nous faire dire ça, ce ne sont évidemment pas des gens qui ne sont pas nos alliés, enfin, ne sont pas nos amis, on va dire. Faut pas que je me trompe dans les mots. Enfin, la dernière chose, la souveraineté numérique, ce n'est pas un blanc-seing donné à des produits français ou européens face à des produits qui seraient extra-européens. Il n'y a pas de mystère. Un mauvais produit français face à un très bon produit américain, j'ai beaucoup de mal à expliquer qu'il est essentiel d'utiliser le mauvais produit français. Il faut écouter les clients, il faut écouter les utilisateurs, ce sont eux qui utilisent les produits, ce sont eux qui se sécurisent au final. Et donc, la souveraineté, elle est essentielle, mais elle ne supprime pas l'exigence d'excellence que doit porter notamment la filière industrielle dans le domaine des produits et des services, en France et en Europe. À produit équivalent, il est clair que ça doit faire pencher la balance d'un côté, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il ne faut quand même pas que le gap soit trop important entre les deux. Alors, pour ne pas être trop long, quelques éléments quand même d'optimisme, puisque pour faire de la cybersécurité, il faut être optimiste par nature, et on l'est à l'ANSSI. On voit quand même des choses qui vont dans le bon sens. Le RGPD, j'y reviens pas, c'est un sujet qui va être abordé tout de suite. Moi, je trouve ça vachement bien, le RGPD. Sur le message que ça envoie, sur les réactions très intéressantes que l'on observe, y compris de la part de grands groupes numériques, sur la prise de conscience que ça peut représenter. Et nous, on est ravis, même si on n'est pas directement porteur de cette politique, on s'y est associé, on travaille très bien avec la CNIL. On a récemment publié un kit de protection des données personnelles. C'est de la récup, hein, c'est juste c'est de l'opportunisme de notre part, mais c'est l'occasion de dire, regardez, le RGPD aussi, ça va dans le sens de la sécurité des systèmes d'information. Et on partage complètement les constats avec la CNIL sur ce qu'il faut faire pour protéger ces données personnelles, et plus généralement pour protéger le reste. Donc sur notre site internet, vous irez voir, il y a un kit qui apporte des éléments pour aider justement à implémenter de manière très positive ce RGPD. Autre chose intéressante, même si les discussions sont parfois tendues, âpres, tout ce que l'on peut faire au niveau européen autour des questions de certification. Dans le Cyber Package qui a été publié en septembre dernier, il y a un projet de règlement qui ne nous allait pas tout à fait, je me suis déjà exprimé là-dessus. On a beaucoup travaillé avec la Commission, avec les États membres, avec les parlementaires, et c'est pas fini, hein, il y a encore les trilogues qui vont être intéressants, mais pour faire évoluer ça, avec vraiment cette idée qu'on a absolument besoin, en Europe, d'un mécanisme de certification européen. Dans cet espace,
je le disais, de droits et de valeurs communes. Et ça, on en a besoin, les clients en ont besoin, les fournisseurs en ont besoin, les États en ont besoin, tout le monde en a besoin, il n'y a que nos ennemis qui n'en veulent pas. Et ça doit permettre à la fois de généraliser ce qui existe déjà. Aujourd'hui, il y a un accord entre 14 ou 15 pays européens, donc passer de 15 à 27 ou 28, ça se fait bien, c'était l'idée naïve de départ, d'ailleurs, qu'on avait proposée à la Commission. Mais c'est également l'occasion de faire plus, de faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et de permettre vraiment d'avoir une stratégie de certification, donc d'évaluation de la sécurité de produits, de services, de systèmes, qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins. Et le besoin pour une automobile connectée ou pour un gadget à 3 €, ce n'est pas le même. Mais dans les deux cas, il peut y avoir des besoins de sécurité, ou il y a des besoins de sécurité. Donc on compte beaucoup sur ce schéma européen qui devrait aboutir avec ce règlement. Ça nous rend optimistes. Et le fait de voir que finalement les discussions parfois très techniques, compliquées, font émerger les bonnes idées, voilà. Moi, ça me redonne du baume au cœur. Les travaux que l'on mène également, et puis ces travaux de certification, une des premières applications, ça va être le cloud. Ça a déjà été dit par la Commission, et évidemment, on soutient cette approche. On a absolument besoin d'une forme de certification du cloud. On le fait en France avec Sectum Cloud, qui est encore à une phase expérimentale. Les Allemands le font avec ce qu'ils appellent le schéma C5. Tout ça doit être européen, à n'en pas douter. Et on n'a jamais dit autre chose. D'autres travaux très intéressants autour de l'industrie européenne, de la cybersécurité, avec un partenariat public-privé, avec une association qui s'appelle EXO, à laquelle on participe activement. C'est compliqué, l'industrie européenne, je ne vous le cacherai pas, mais on en a absolument besoin. Et là encore, on voit qu'en parlant avec des gens intelligents, il y a de bonnes idées qui émergent, et ça va dans le bon sens. Le chemin est encore long, comme on disait, la route est droite, la pente est forte, mais c'est ça, fondamentalement, mais on voit vers où il faut aller, et il y a une volonté collective d'aller dans cette direction. Enfin, en conclusion, je ne résiste pas au plaisir, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, de partager avec vous une brève que j'ai vue jeudi. Une publication de l'Indice national de cybersécurité de l'organisme estonien e-Governance Academy Foundation. J'avoue que j'ai découvert son existence à ce moment-là, mais c'est des gens qui parlent d'e-governance et qui sont estoniens, donc ça doit être des gens sérieux, qui place ex aequo la France et l'Allemagne en tête de leur classement mondial. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, on est évidemment très contents. Bon, après, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a une forme de reconnaissance par des gens qui sont indépendants. Ceux-là, on n'a pas pu les lobbyer vu qu'on ne les connaissait pas. Et ça traduit quand même justement le fait que notre approche du numérique, une approche qui est respectueuse de valeurs, qui assume les questions de souveraineté numérique, qui associe des partenaires publics, des partenaires privés. On parle d'équipe France parfois entre nous, avec les industriels avec qui on travaille. C'est un terme un peu délicat, mais moi j'aime bien cette idée-là. Et bien finalement, ça va dans le bon sens. C'est respectueux des choses et ça nous construit, je l'espère, un avenir numérique qui soit un bon avenir numérique. Là où évidemment, il est très facile d'être pessimiste et de voir de mauvais augures partout. Donc j'en suis très fier de cette première place ex aequo avec l'Allemagne. Et puis pour l'anecdote, les États-Unis sont 21e et la Russie 22e. Ce qui promet un combat de titans pour une remontée rapide, à n'en pas douter, entre ces deux géants. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, pleine de débats passionnants, évidemment sur des sujets dont on n'a pas fini de parler. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Poupart, pour cette ouverture. Vous avez effectivement non seulement partagé votre point de vue, votre expertise, et puis abordé quelque part les différents sujets sur lesquels on va revenir tout au long de cette journée. Nous allons pouvoir effectivement aller plus loin dans les débats. Vous avez évoqué notamment votre travail en proximité avec la CNIL. Nous avons le plaisir d'avoir Clémence Scotès qui représente la CNIL et qui est avec nous ce matin. Je vous demande d'accueillir Madame Clémence Scotès, chef du service des affaires numériques de la CNIL. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être arrivée ici saine et sauve parce qu'effectivement, les mesures de sécurité à l'entrée sont à la hauteur de l'objet de cet événement. Donc, je suis venue aujourd'hui ici pour parler de souveraineté numérique.
Le sujet est vaste, le sujet a été largement évoqué par la CNIL ces dernières années, mais le sujet est d'autant plus d'actualité aujourd'hui que depuis une dizaine de jours, finalement, on dispose d'une véritable réglementation qui est un instrument majeur pour la souveraineté numérique, la souveraineté même économique française et européenne. Alors, donc ça fait 10 jours, le site de la CNIL a tenu le coup, on a eu quand même une augmentation certaine des questions, voire une explosion d'appels sur ces questions-là. Et ce qui est quand même marquant sur ce changement, c'est que les questions portent essentiellement sur des questions de maîtrise des données. Finalement, la publicité faite aux questions de protection des données a provoqué une prise de conscience tant au niveau des personnes concernées, donc des personnes physiques que vous êtes, particuliers, qu'au niveau des professionnels. Donc finalement, ce qui est intéressant dans le règlement, et c'est quelque chose qu'on martèle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un Big Bang, il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit plus d'une prise de conscience par rapport à des règles qui ont une véritable utilité en termes de maîtrise des informations. Alors, la première chose qui est marquante au niveau du règlement, c'est qu'effectivement, les individus ont désormais des droits plus importants, des droits à la transparence, des droits à la récupération des données, qui finalement leur assurent une certaine, encore une fois, conscience de ce qui se passe au niveau des différents services qui leur sont proposés. L'élément le plus marquant qui a fait beaucoup, entre guillemets, enfin qui a largement été débattu au niveau des structures professionnelles et même au niveau des associations de consommateurs, c'est le droit à la portabilité. Et finalement, ce droit à la portabilité, c'est un moyen aujourd'hui, pour vous, pour n'importe qui, de récupérer des informations et de les transmettre à un tiers librement et de manière réutilisable. Donc, un premier élément finalement marquant en termes d'indépendance numérique, de souveraineté numérique, c'est finalement l'indépendance numérique que le règlement offre aux particuliers. On est véritablement sur une capacité de l'individu à dire « ces informations ne vous appartiennent pas, je suis en capacité de reprendre le contrôle de ces informations et de les transmettre à un tiers qui finalement me propose des services qui me semblent plus adéquats par rapport à mon éthique en termes de protection des données personnelles et surtout plus appropriés par rapport à mes besoins. » Ça, c'est un exemple au niveau de l'individu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le règlement offre une forme, enfin plutôt conduit doucement les entreprises vers le chemin d'une meilleure maîtrise des informations. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, c'est vrai que la CNIL et la protection des données étaient surtout perçues comme une forme de responsabilité administrative, de charge administrative. Ce qui est intéressant avec le règlement, c'est qu'on parle on passe d'une responsabilité administrative à une responsabilité opérationnelle pour mieux gérer, entre guillemets, l'heure noire que constituent les données. Et le règlement propose véritablement des outils aux TPE, PME, aux grandes entreprises, peu importe, des outils qui sont utilisables par chacun pour, d'une part, cartographier les informations qui se trouvent dans un système d'information, d'autre part, utiliser des outils qui permettent d'évaluer le risque associé au traitement de ces informations et finalement prendre des mesures adaptées pour assurer, d'une part, la sécurité de ces informations et d'autre part, un ensemble de mesures de transparence qui apportent de la confiance dans la relation avec le client et effectivement de la confiance qui est finalement une marque de fabrique européenne et une marque de fabrique qui correspond aux valeurs du public qui est ciblé par rapport aux services qui ciblent les Européens. Donc vraiment, 2 points importants par rapport au règlement, ce changement de paradigme et de culture, tant pour les personnes concernées, et encore une fois, on le voit concrètement par rapport à la courbe des appels qui vraiment a explosé, et une courbe d'apprentissage aussi pour les entreprises qui sont véritablement responsabilisées via le principe d'accountability quant au traitement de leurs données. Alors, ça n'a pas été seulement un changement de culture pour les particuliers, pour les entreprises, c'est aussi un changement de culture pour les autorités. La CNIL s'est totalement réorganisée par rapport à un changement majeur qui est qu'on n'est plus seul au niveau européen. Et c'est vraiment un élément extrêmement important parce que l'un des principaux objectifs du règlement était effectivement de créer un marché unique avec un ensemble de règles uniques, cohérentes sur le territoire européen, de manière à, d'une part, apporter de la sécurité juridique aux acteurs européens et surtout à être crédible lorsqu'il s'agit d'aller chercher des acteurs hors Union européenne qui éventuellement auraient des pratiques peu conformes, en tout cas à l'éthique, aux valeurs européennes et surtout au sujet de la protection des données européennes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que finalement on passe d'un système où on était chacun plus ou moins isolé, on essayait de travailler ensemble, donc chaque autorité de contrôle national travaillait
ponctuellement ensemble, mais essentiellement chacune de leur côté, un système véritablement décentralisé avec une instance d'arbitrage qui sera chargée de veiller à la cohérence des règles et donc au fait que ces règles sont correctement interprétées au niveau européen et voire à arbitrer les éventuels conflits entre les autorités de contrôle. Donc c'est un changement pour nous, c'est un changement aussi en termes de production de lignes directrices. Les lignes, comme vous avez pu le constater, le G29 a été très actif ces derniers mois pour essayer de fournir des outils et des éléments qui permettent de se mettre en conformité par rapport au règlement européen, des éléments qui sont cohérents par rapport à un ensemble de règles. Ce que je vous indiquais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le règlement, encore une fois, crée des outils d'indépendance pour les entreprises, pour les personnes concernées et finalement pour les autorités de contrôle qui, encore une fois, ont proposé des outils qui passent par des guidelines et des outils qui passent aussi par de la certification. Ça, c'est vraiment l'élément intéressant, c'est que le règlement offre des outils qui existaient en France auparavant mais qui n'étaient pas forcément reconnus au niveau européen et offre des instruments sur lesquels on va pouvoir se mettre d'accord au niveau européen sur le niveau minimum requis pour obtenir un saut de confiance qui va réellement créer un différentiel concurrentiel pour les entreprises qui choisissent de se saisir du règlement. Et c'est finalement un argument qu'on voit de plus en plus convaincre un certain nombre de sociétés qui n'étaient pas forcément sur ce terrain jusqu'à présent. Des sociétés notamment dans le cloud computing. Des sociétés qui créent justement une valeur ajoutée, des éléments, plutôt un argument commercial à partir de leur connaissance des mécanismes de privacy by design qu'ils ont pu développer ces dernières années avec la CNIL, avec l'ANSSI, et qui passaient par une série de mécanismes. Typiquement, l'anonymisation française est quand même un produit français. C'est la CNIL qui a été extrêmement active au niveau du G29 pour pousser une série de règles qui finalement apportent un niveau de sécurité peu commun. Un autre point, c'est qu'effectivement, en rapport avec l'ANSSI, beaucoup de guides pratiques ont pu être édités, des guides pratiques qui sont très bien accueillis par les TPE-PME. Donc là aussi, on est en train de pousser un changement de culture qui fait que la TPE-PME française va avoir finalement une marge d'avance, va avoir un avantage concurrentiel par rapport à des petites structures, plutôt des start-up qui viennent des États-Unis. Et finalement, c'est un élément qui, j'en suis convaincue, va faire la différence au niveau du marché européen. Et dernier point, encore une fois très très important, c'est que contrairement à beaucoup de structures hors Union européenne et sans critiquer, sans être dans le protectionnisme ou dans le poujadisme, cocorico, etc., c'est quand même qu'on a véritablement une différence en France qui est liée à l'activité des régulateurs et à cette volonté constante d'accompagner les entreprises, non pas contre leurs intérêts, mais par rapport aux projets, notamment numériques, qu'ils peuvent mettre en place. Projets numériques qui, encore une fois, dans de nombreux cas, ont été accompagnés par la CNIL et qui, je pourrais donner un exemple, par exemple, en matière de Wi-Fi tracking qui consiste à vous pister sur les lieux publics à partir des données émises sur votre téléphone, par votre téléphone, pardon. Dans ce cadre-là, par exemple, on a pu accompagner une société qui s'appelle Vectory et qui a quand même une certaine écoute sur le marché parce que notamment, elle propose une solution robuste, respectueuse des données des personnes, et cet aspect respect des données des personnes fait qu'effectivement, forcément la clientèle est plus intéressée, et surtout, il y a une forme de sérénité, de pérennité de la solution dans le temps, notamment par rapport à des réactions éventuelles et bien naturelles qu'auraient les personnes concernées quant à l'existence de ce type de dispositif. Donc, encore une fois, le règlement est une chance en termes de souveraineté numérique, surtout en termes d'indépendance numérique, parce que finalement, elle permet de sortir d'une forme d'apathie qu'on connaît dans certains pays, une forme de soumission à des technologies qu'on comprend mal, à un système, on parle beaucoup de big data, data lake, etc., des mots qui ne renvoient finalement à rien, ou souvent à une réalité qui finalement est assez basique. Donc plutôt que de subir ces termes anglais et ces nouveaux concepts, le règlement permet justement de mieux les comprendre et véritablement de se protéger par rapport à certaines pratiques, en faisant de cette protection un argument commercial. Voilà. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, désolée pour mon petit problème.